Allez, salut à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue de presse. C'est la fin des vacances, donc on va reprendre un rythme de vidéo qui va être beaucoup plus élevé, beaucoup plus régulier. On va faire une revue de presse qui sera tous les mercredis. Donc les mercredis, tu auras la revue de presse dans laquelle, comme d'habitude, on fera un point sur l'actualité du marché. Que s'est-il passé par rapport à Bitcoin, par rapport aux crypto-monnaies qui peuvent nous faire penser que le bull run va continuer ou que le bull run va s'arrêter. On regarde également l'analyse du sentiment du marché. Et justement, est-ce que le sentiment sur le marché est assez bon pour continuer à la hausse? Est-ce qu'on est trop élevé et on va partir en bear market? Ce sont des analyses qui me permettent de pouvoir vraiment juger le marché dans sa plénitude et de pouvoir me dire est-ce que le marché est trop chaud, est-ce que le marché doit se calmer. Pour l'instant, on regarde toujours la partie macroéconomique car c'est vraiment la macroéconomie qui va dicter les marchés, les cyclicités, sur les liquidités. Est-ce que le marché va partir à la hausse, est-ce qu'on va partir en bear market? Dans la macroéconomie qui dicte tout ça, on ne pourra pas avoir de bull run et ça c'est important de garder un œil dessus et surtout de le comprendre. Ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, on fait un tour sur l'analyse graphique comme d'habitude. On regardera BTC, on regardera Ethereum, on regardera Solana, on regardera aujourd'hui aussi d'autres actifs qui pourraient être intéressants d'investir actuellement. On est sur des zones d'achat assez cool, donc je t'invite à regarder tout ça. On finira avec les sagesses du jour pour devenir tel un Marc Aurèle, un sage philosophe. Alors si tout ça te plaît et que tu ne veux pas louper les revues de presse hebdomadaires du mercredi, abonne-toi, mets la cloche et comme ça tu seras directement notifié. Également, si tu as des idées, si tu as des critiques, si tu veux dire ce que tu en penses, tu peux venir directement en commentaire me le dire. Je lis tous les commentaires et j'y réponds à tous. Donc si tu as des choses à me dire pour m'aider à m'améliorer, pour m'aider à être meilleur, eh bien ce sera avec plaisir que je discuterai avec toi. Et sans attendre, on va commencer directement avec la première actualité. Donc là, c'est plutôt un fait qu'on va remonter depuis le passé. C'était il y a 53 ans. Jour pour jour, le 15 août, donc c'était il y a 2 semaines, les US abandonnaient le standard gold, donc le fait que chaque billet de dollar américain était couvert par de l'or. Et depuis, eh bien en fait, le dollar s'est effondré en termes de valeur. On peut le voir avec par exemple en 1950, 1960, avec un dollar, tu pouvais faire vraiment des courses assez énormes. Aujourd'hui, si tu pars avec un dollar aux États-Unis, tu pourras à peine t'acheter un Mars, peut-être un hamburger au McDo. Donc ça prouve à quel point le fait d'avoir enlevé l'or du dollar, eh bien ça a vraiment plombé cette monnaie. Et c'est pour ça que nous, on adore Bitcoin parce qu'elle n'aura que 21 millions et que personne pourra venir manipuler son prix, venir l'imprimer à foison comme ça a été fait avec le dollar, comme ça a été fait au final avec les 3/4, voire la majorité, voire toutes les monnaies fiduciaires qui ont été créées au cours de l'histoire. On a également Vladimir Poutine qui autorise finalement le mining de crypto-monnaies en Russie, donc c'est vraiment pas de la Russie vers le côté crypto. Je pense qu'il voit autour que du côté de la Chine avec Hong Kong, ça accepte l'Ethereum, ça accepte le BTC en termes d'ETF, du côté des USA, ça accepte également tout ça. Donald Trump est assez chaud sur justement le minage de Bitcoin. Il veut que tous les Bitcoins soient minés aux États-Unis. Donc ça met peut-être la pression un petit peu sur Vladimir Poutine et qui s'est finalement résigné à accepter les crypto-monnaies, en tout cas le minage. Maintenant, on va voir comment ils vont s'en servir. J'ai bien vu également qu'ils ont fait leur première transaction grâce à la blockchain d'un virement international. Donc on peut voir que la Russie rentre dans la course également et ça c'est plutôt positif pour la suite du marché. On a également Dubaï qui approuve les paiements des salaires en Bitcoin et en crypto-monnaie. Donc ça c'est aussi une très belle avancée, sachant d'où vient l'écosystème, un écosystème dans lequel on a été beaucoup critiqué, beaucoup ridiculisé et aujourd'hui on peut voir que tout le monde est en train de l'accepter, que ce soit la Russie, que ce soit Dubaï, que ce soit les États-Unis. Donc c'est vraiment positif pour la suite de l'écosystème. On a Donald Trump qui avait teasé justement la sortie de son projet dans lequel il voulait vraiment confronter les élites financières et les grosses banques afin que l'américain moyen puisse justement récupérer un petit peu de pouvoir sur son argent avec une plateforme DeFi. On ne sait pas trop encore ce que ça va être. J'ai vu que ça a été annoncé hier ou aujourd'hui que justement ils allaient sortir ce projet avec son frère, il me semble, ou son fils. Quoi qu'il en soit, ça me paraît être quelque chose d'intéressant à voir ce qu'il en sera réellement. Ce sera de la DeFi, ce sera de la CeFi. C'est aussi des choses que pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles par rapport à ça. On peut voir que Trump est vraiment dans le je mets mon argent là où je parle, tu vois. Donc lorsqu'il parle quelque chose, il fait et ça c'est vraiment positif à voir ce qu'il en sera avec les présidences. Est-ce qu'il sera élu? Est-ce qu'il fera ce qu'il a dit? Maintenant, en tout cas, c'est positif pour l'écosystème d'avoir quelqu'un comme Donald Trump qui le promouvoit. On a également Morgan Stanley qui est un asset manager, donc un fonds d'investissement qui possède 1,3 trillion de dollars et qui ont annoncé avoir investi 187 millions de dollars directement dans Bitcoin. Donc pour l'instant, c'est pas une somme énorme comparée à 1,3 trillion. Donc il faut savoir que 1,3 trillion, ça fait exactement 1300 milliards de dollars, donc c'est quand même assez énorme. Mais ça veut dire que pour l'instant, ils sont en train d'essayer de commencer à s'exposer à Bitcoin.
et que si par la suite ils sont convaincus qu'ils ont vraiment la bonne thèse d'investissement, et bien à mon avis ils continueront à investir directement dedans. Également on a BlackRock avec Larry Fink qui dit directement à la télé qu'il s'était trompé par rapport à Bitcoin, et donc c'est cool de voir qu'une personne comme Larry Fink peut accepter avoir eu tort, être renseigné, se dire ok j'ai eu tort, je vais changer d'avis et je vais faire en sorte de mettre en place une politique qui soit dans ce nouvel avis. Aujourd'hui BlackRock est le fonds d'investissement qui possède le plus de Bitcoin, donc c'est plutôt positif pour la suite également. Également un petit rappel par rapport à Bitcoin, il ne reste que 6% des Bitcoins, donc on est aujourd'hui à 19 740 000 BTC qui ont déjà été minés, et donc il en reste moins de 2 millions à être minés, et ça c'est plutôt impressionnant, sachant que ça va mettre beaucoup de temps. Bien sûr, comme tu sais, le halving divise par 2 les récompenses de minage et dans l'émission de Bitcoin tous les 4 ans, et donc ça va être intéressant de voir quelle sera la suite par rapport au prix de BTC. Vu qu'on est sur un actif qui est très rare, est-ce que tous ces fonds d'investissement vont justement rentrer dans cette course effrénée et à vouloir posséder le plus de Bitcoin possible, et donc ça pourrait vraiment faire un choc de supply et donc du coup un prix qui augmente fortement. Par rapport à l'ETF Solana, on peut voir que pour l'instant il ne passe pas la phase 2 afin de se faire approuver par la SEC. Donc on a la phase 1 qui était ici de déposer du coup le dossier 19B4, et qu'au bout de 14 jours, eh bien, la SEC devait justement remplir un autre dossier et le rajouter sur leur site internet, mais ça n'a pas été fait. Donc pour l'instant le TF Solana est vraiment au point mort. Pas de nouvelles pour l'instant par rapport à ça. D'après Eric Balachunas, qui lui est assez au courant par rapport à tout ce qui concerne les ETF, il a été pas mal au courant sur les derniers ETF, etc. Donc ça veut dire clairement que il n'y a pas d'approbation qui va se faire dans un laps de temps assez court. Je pense que la SEC a autorisé BTC, a autorisé Ethereum assez rapidement. Surtout entre BTC et Ethereum, il y a très peu de temps qui s'est passé. Maintenant, pour avoir Solana, où là, on rentrerait beaucoup plus dans la shitcoinerie, dans le côté un peu plus dégène. Alors Solana, encore beaucoup de preuves à mettre en place. On n'est pas sur un actif à 400 milliards de dollars de market cap, on est aux alentours des 80. Donc à mon avis, il faudra beaucoup plus de temps afin que Solana se fasse accepter en tant que ETF. D'ailleurs, je vais mettre la lumière aussi sur le fait que si Solana est accepté en tant qu'ETF lors d'un marché haussier, en plein bull run, eh bien, il faudra peut-être poser la question, est-ce que c'est pas le top du marché? Et on peut voir que les frais sur Solana ont baissé par rapport à ce qu'ils étaient lors de derniers mois, et on est revenu sur un plus bas qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Donc beaucoup moins d'activité sur Solana, peut-être beaucoup moins de dégénérie avec le côté Memecoin qui a perdu beaucoup de traction. Donc intéressant aussi de se positionner là-dessus, de regarder un petit peu ce qui se passe, car lorsque forcément l'activité baisse, c'est aussi le début d'une prochaine phase haussière. On peut voir ici qu'avant avril, entre janvier et février, avant mars plutôt même, eh bien il y avait très peu de frais également, et que hop, ensuite on a eu vraiment cette explosion du bull run. Donc plus on a de l'accalmie, que ça soit sur le sentiment, que ça soit sur les frais de réseau, que ce soit sur l'utilisation des réseaux, et bien forcément, c'est-à-dire que les gens sont en train de partir, les gens se désintéressent, il y a peut-être beaucoup de gens qui ont perdu par rapport au Memecoin, et donc ça devient intéressant de nous y intéresser. On veut s'intéresser aux choses lorsque les gens ne s'y intéressent pas. Également, on a ce graphique qui nous dit directement que les short-term holders, donc les gens qui détiennent du Bitcoin à court terme, sont à 80% en perte. Donc ça veut dire que ceux qui sont rentrés à partir de avril, de mars, qui ont acheté le top de ce dernier petit cycle, eh bien ils sont pratiquement tous en perte. Donc ça veut dire que beaucoup de gens qui souffrent, pas mal qui ont dû déjà capituler, abandonner le navire, partir en pleurant, rentrer chez leur mère. Un BTC n'a jamais été en négatif trop longtemps, plus de 3 ans. Les gens qui ont acheté au top du dernier bull run, eh bien ils étaient en positif à un moment donné cette année. Donc ça va revenir, plus qu'à attendre. On peut voir également qu'à partir de mars, eh bien qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien les long-term holders qui eux ont vendu leur BTC. Donc environ 1 million de BTC qui ont été vendus. Donc une grosse distribution qui s'est passée entre fin janvier et avril. Donc il dans la montée par rapport au prix. Donc les gens se débarrassaient au fur et à mesure, ce qui est normal. Et hop, depuis qu'on a eu du coup ces bottoms qui ont été posés, eh bien ils sont rentrés dans une nouvelle accumulation. Donc les long-term holders accumulent du BTC actuellement, tandis que les gens qui ont peur, qui font face à la panique, sont en train de les vendre. Jamais bon de faire contraire aux long-term holders, c'est eux qui en général manipulent aussi les marchés. Donc si on crée encore un choc de supply, forcément le prix sera amené à venir chercher des plus hauts. Également sur les altcoins, on peut voir qu'on est au plus bas en termes de spéculation face à BTC. Donc on peut voir qu'il y a environ 10% des altcoins qui surperforment BTC aujourd'hui, ce qui est vraiment dérisoire comparé à mars. On était à peu près aux alentours de 60% d'altcoins qui surperformaient BTC, comparé à lorsqu'on était à un plein pic en 2021, début 2021, où là c'était carrément 90% des altcoins qui surperformaient BTC. Donc ça peut être intéressant de se positionner sur les bons altcoins pour venir justement surperformer BTC, car au final ce qui vous intéresse en tant qu'investisseur, de venir surperformer BTC. Et là il semblerait qu'on soit vraiment dans une bonne configuration. Donc tu laisses faire tes propres
recherche par rapport à ça. Et donc comme je te disais, BlackRock c'est l'un des plus gros holders de BTC aujourd'hui du monde. On a la liste ici qui nous montre que Satoshi Nakamoto est toujours le premier avec 1,1 million de BTC. Binance qui en possède 550 000, c'est quand même énorme le fait que Binance possède autant de BTC. Asuma Grayscale avec 260 000, MicroStrategy avec 226 000. Et on peut voir également que tous les ETF des US posséderaient 921 000 BTC, donc pratiquement autant que Satoshi Nakamoto. C'est assez fort, sachant que les ETF ont été acceptés à peine en janvier, donc à voir ce qu'il en sera par la suite, mais en tout cas c'est plutôt encourageant, tant que BTC est l'actif qui a eu le plus gros démarrage en termes d'ETF lors de toute l'histoire de l'humanité, tout simplement. Donc c'est plutôt encourageant à voir ce qu'il en sera. Est-ce que c'est toujours bénéfique qu'il y ait beaucoup de BTC qui soient bloqués dans les ETF? Est-ce que c'est problématique? Moi personnellement je vois pas en quoi ça serait vraiment problématique. Si les gens ne veulent pas les détenir par eux-mêmes, c'est leur choix. Tant que la possibilité de les détenir par soi-même est toujours possible pour chacun d'entre nous, et bien en fait je vois pas où est le problème par rapport aux ETF. D'ailleurs par rapport aux ETF, on peut voir que dernièrement, lors des 4 derniers jours, on a eu pas mal de sorties entre moins 71 millions, moins 100 millions, moins 127 millions. Il y a pas mal d'entrées également, donc 10, 35, 60, 30, 40, hop, 250 millions, 200 millions. Donc on a eu des belles entrées également. Donc pour l'instant, toujours pareil, en fait il y a beaucoup plus de BTC qui rentrent dans les ETF qu'il y en a qui sortent. Donc c'est toujours positif sur le long terme. Maintenant, on veut vraiment une grosse reprise du marché pour voir quel sera l'effet des ETF par rapport à BTC. Par rapport à Ethereum, c'est beaucoup plus faible, beaucoup plus triste et beaucoup plus timide. Il n'y a pratiquement pas d'entrée. On est toujours sur du 7 milliards de market cap, donc à 7 milliards de dollars dans les ETF Ethereum, mais ça bouge pas trop. Voir que depuis par exemple le 15, on a eu des sorties de 40 millions, moins 15, moins 13, moins 6, moins 18, 800 000, c'est pas énorme, moins 5, moins 13, avec juste un plus 6 qui est survenu le 28, mais depuis vraiment beaucoup plus d'Ethereum qui sort des ETF qu'il y en a qui rentrent. Maintenant, comme je disais avec BTC, j'attends de voir ce qu'il en sera lorsqu'on aura une période vraiment de grosse poussée haussière, pour voir ce qu'il en sera. Alors ensuite, on a par rapport au sentiment du marché quelque chose qui est toujours intéressant de voir, qu'il y a vraiment des personnes qui font office de top signal, voire de bottom signal à eux-mêmes. Là, on avait Jim Cramer, donc c'est lui par exemple, qui est une personne qui est à la télé, qui parle de finance, d'investissement à la télé. Et donc du coup, le jour du gros crash, il a fait un tweet en disant qu'on pourrait aller encore plus bas, que le bottom n'était peut-être pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bottom était là. Et à partir de là, on a fait que remonter. Souvent, si vous cherchez des signaux de top, ce genre de personnes peuvent être des bons signaux. Mais bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. Parfois, il aura raison, parfois, il aura tort. Donc, il faut vraiment avoir aussi d'autres petits signaux qui peuvent venir confirmer le tout. Donc, toujours avoir plusieurs indicateurs afin d'avoir une donnée qui est beaucoup plus digne de confiance. Et ensuite, c'est l'expérience qui fera le tout. Donc, du coup, au niveau des recherches Google, effectivement, on n'a pas grand-chose de plus. On est toujours sur des niveaux assez faibles. J'ai rajouté un NFT de manière de voir un petit peu où est-ce qu'on en était. Les NFT, c'est vraiment mort depuis la grosse hausse qu'on avait eue en 2022. Depuis, vraiment, plus personne s'intéresse aux NFT. Pourtant, c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau spéculation également. Et en tout cas, on est sur des niveaux qui sont vraiment très bas par rapport à BTC, par rapport à Ethereum, par rapport à crypto. Des niveaux qu'on n'avait pas revus depuis août, septembre 2023. Donc là, on est vraiment, sans se baser en termes de recherche gold, on est vraiment l'année dernière en septembre. On n'a pas connu de crash, on n'a pas connu de hausse, on n'a pas connu de méga hausse comme on a eu cet hiver. Donc, est-ce que le marché sera en train de se préparer pour justement repartir à partir de fin septembre, début octobre, novembre, décembre? Ma petite idée, je dirais que plutôt oui. Maintenant, on verra ce que le marché nous offre directement. Au niveau des memcoins bull run et de all saison, d'abord que les memcoins c'est vraiment pas mal calmé. Donc, on est plutôt sur la fin de cette hype sur les memcoins. Ça pourrait être intéressant de venir surveiller les bons memcoins, ceux qui sont intéressants, ceux qui ont une grosse communauté et ceux qui ont bien performé récemment. Car une fois qu'ils ont bien corrigé, ce sera peut-être intéressant de venir s'intéresser, de rentrer dedans, afin de venir spéculer dessus lorsqu'il y aura une prochaine vague haussière. Et donc, affaire à suivre par rapport à tout ça. En tout cas, tout s'est bien calmé. Les indicateurs de recherche sont plutôt en train de nous montrer que personne ne s'intéresse au Bitcoin, au NFT, au Ethereum, au memcoin, etc. Donc, c'est plutôt encourageant pour la suite. Au niveau du Fear and Greed, on peut voir qu'on est dans la peur depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, la semaine dernière, on était dans une peur à 34. Hier, on était dans une peur à 29. Aujourd'hui, dans une peur à 34. Le mois dernier, on était dans une grid à 61. Mais du coup, j'aime bien envie de voir à quoi ressemblera le mois d'août en termes de Fear and Greed. Je pense qu'on sera dans la Fear aux alentours des 30. En tout cas, au niveau du max, on peut voir qu'on est vraiment sur des niveaux assez bas. On peut remonter un petit peu dernièrement, mais on est toujours très bas. On est le 30 août, oui. Donc on a 34 de Fear and Greed. Donc on est vraiment sur des niveaux très bas. Là, c'est des niveaux de septembre 2022. Donc hop, on remonte septembre, octobre 2023. Donc l'année dernière, avant qu'on ait vraiment cette belle poussée haussière, on était aux alentours des 40, des 45, c'est au neutre. Et aussi un peu dans la Fear. Donc c'est un peu ce qu'on veut voir. Nous, on veut voir vraiment un marché qui, avant
avance dans le fear, qui avance dans la neutralité, où les gens ne sont plus intéressés. Dans ces moments-là, en général, on a les hausses. Alors qu'au niveau du stock market, on est dans un neutre à 58. Donc on est au plus haut sur le SP500, sur le Nasdaq, etc. Donc c'est aussi intéressant de voir que même un marché qui est proche de son ATH est dans un fear, une grid plutôt neutre. Donc ça permet aussi de pouvoir se dire qu'on pourrait très bien aller plus haut. C'est vraiment lorsqu'on est trop en euphorie que là on peut se poser des questions, est-ce que c'est pas vraiment la fin de ce cycle, etc. Et pour l'instant, moi, de ce que je vois par rapport à mes éléments et mes indicateurs, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une prochaine hausse. Donc quand c'est qu'elle va arriver, ça je peux pas savoir, j'ai pas de boule de cristal, mais elle risque d'arriver incessamment sous peu. Au niveau des liquidités à aller chercher par le marché, on peut voir que sur une semaine, donc sur du très court terme, on a peu de liquidités à venir chercher dans le bas, mais par contre on pourrait très bien venir les taper pour venir les chercher aux alentours de 58 000. 56 000, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Par contre, on a pas mal de liquidités qui s'accumulent au nord et ça c'est vraiment flagrant. De ce que je vois, il y a quand même plus à aller chercher en allant vers le nord que vers le sud. Sur du plus long terme, on peut voir qu'il y a vraiment de très grosses liquidités aux alentours des 70 000 $. Donc là, on voit que c'est vraiment plusieurs milliards de dollars qui s'accumulent et ça devient vraiment énorme. Surtout qu'on peut voir que vers les 55 000, vers les 50 000, les 47 000, rien. Il n'y a vraiment rien. Tout a été purgé lors des différentes baisses. Et donc, en fait, le marché pourrait très bien continuer un petit peu à ranger, venir chercher quelques liens à droite à gauche vers le sud, mais pourrait très bien aussi partir d'un coup tout droit et venir squeeze un petit peu tout ça aux alentours de 70 000, qui pourrait venir le faire chercher à un nouvel ATH, ou en tout cas venir chercher de nouveaux sommets. Et lorsqu'on aura un nouvel ATH, là peut-être que le marché pourra être beaucoup plus clément en termes d'altcoin et en termes d'alt-saison. Là c'est vraiment le scénario que j'envisage, mais pour l'instant c'est le marché qui décide comme d'habitude et on va attendre sagement qu'il fasse ses moves. Sur un horizon beaucoup plus long terme, là on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de liquidités qui sont accumulées au sud, mais ce sont des liquidités qu'on pourrait très bien laisser derrière nous. Après on pourrait très bien revenir chercher plus bas, mais il faudrait venir taper les 45 000 et encore en termes de liquidité c'est peut-être pas le plus intéressant, de liquidité intéressante à venir chercher aux alentours des 33 000 $, mais est-ce que ce serait pas trop too much de venir aussi bas? Ça donnerait beaucoup de points d'entrée intéressants. À moins qu'on ait une grosse catastrophe type Black Swan, récession, etc. Je ne pense pas qu'on puisse venir chercher plutôt, il y a vraiment beaucoup plus de liquidité à venir chercher au nord et on peut le voir avec vraiment centaines de milliards à venir chercher au nord, littéralement centaines de milliards. Je ne vais pas m'amuser à les compter. On peut voir que rien que là on a du 40 milliards, rien que là on a du 40 milliards, c'est déjà 80 milliards, donc plus qu'à rajouter quelques petits milliards. Donc le marché m'a l'air beaucoup plus intéressant à vouloir se dire allez let's go, on va venir casser la TH, on va venir faire de nouveaux sommets plutôt que de venir retracer dans la peur comme je te dis tout le temps et j'ai pas envie de me mouiller par rapport à ça, c'est le marché qui décide. Moi mon biais il est clairement haussier. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de liquidités à venir chercher au nord. Il va falloir venir les chercher à un moment donné et on a beaucoup fait peur au marché. On peut voir qu'on a la peur en termes de sentiment. Au niveau des funding rights, ça c'est toujours RAS, toujours pas dans un marché qui est sur leveragé, qui a trop de surchauffe. Donc pour l'instant RAS par rapport à ça également. Allez, au niveau de la macroéconomie, on peut voir qu'on a Warren Buffett qui accumule encore un peu plus de cash, donc il est assis sur 277 milliards de dollars en cash. Et donc on peut voir que il est vraiment assis sur une fortune. Qu'est-ce qu'il fait avec ce cash? Alors plusieurs scénarios qui vont être possibles. Soit il fait travailler à 5%, pour lui le suffirait amplement. 277 milliards de dollars, c'est énormément d'argent. À 5% par an, ça doit rapporter pas mal d'argent. Donc clairement, il peut se faire chier à venir faire du asset à risque alors que tu peux venir te le mettre à 5% safe avec le gouvernement. Simplement, voilà pourquoi. Donc certainement que lorsque la Fed va baisser ses taux d'intérêt, ça va annuler ce petit business parce que forcément il n'y aura plus d'argent à se faire avec les taux d'intérêt. Et dans ce cas-là, Warren Buffett sera incité à venir le dépenser dans les stocks, dans les assets à risque. Peut-être qu'il investira dans Bitcoin, qui sait. Toujours est-il que potentiellement aussi il sait des choses qu'on ne sait pas et qu'en fait il accumule le cash parce qu'il va avoir une grosse récession et qu'il pourra faire les courses à des prix encore plus bas qu'on a aujourd'hui. Maintenant, on peut pas savoir. Moi je ne vois pas de récession actuellement et on va en parler juste après. Mais ce sont des choses qu'il faut aussi garder dans un coin de sa tête. Au niveau des taux d'intérêt, donc on peut voir que à 67,5%, eh bien la Fed devrait baisser de 25 points les taux d'intérêt à partir de septembre. Donc ce sera le 18 septembre 2024, dans environ 3 semaines. On en reparlera d'ici là sur la chaîne. Mais en tout cas, ça devrait être une baisse de 25 points. Pas mal de personnes pensent que ça pourrait être une baisse beaucoup plus conséquente, mais on est dans une période où il n'y a pas vraiment de gros problèmes économiques à part ce qui s'est passé par rapport aux gens. Et peut-être que baisser trop d'un coup, ce serait peut-être trop rapide, ou alors ils veulent prendre leur temps, car forcément laisser un peu plus élevé, ça continuera à combattre l'inflation, pas parce qu'on baisse un petit peu qu'on va avoir derrière l'inflation qui va repartir.
repartir à la hausse, sauf qu'elle est actuellement inférieure au taux directeur. Donc ça veut dire que l'inflation est toujours sous contrôle. Par rapport à novembre, on aurait du coup encore une baisse de 25% par rapport à ce que dit le marché à 48%. C'est pas encore sûr. Même le marché n'est pas encore sûr qu'on aura une baisse d'ici septembre. S'il faut, on n'aura pas de baisse d'ici septembre et tout le monde va être dégoûté. Le marché va mal le prendre. Aussi, prendre ça en considération. On est qu'à 67% de probabilité. Souvent, c'est pratiquement acté, c'est sûr quand on dépasse les 80%. Pour l'instant, on ne le dépasse pas. Donc, il y a toujours une chance qu'il n'y ait pas de baisse des taux. Donc, à prendre ça en compte. En tout cas, on se rapproche de plus en plus de cette fameuse baisse des taux. On a hâte de voir ce que ça va donner. Au niveau de ce qu'avait dit Jérôme Powell lors de son dernier speech, il a dit qu'il était temps d'ajuster sa politique monétaire, mais que la Fed ferait vraiment tout pour que le marché du travail reste fort. Alors, eux pensent qu'il est fort, certains pensent qu'il est justement en train de faiblir énormément. C'est sûrement la cause de leur baisse des taux qui va arriver. Là, forcément, la Fed n'a pas envie d'augmenter le taux de chômage, car plus il y aura de chômage et plus on aura tendance à rentrer rapidement en récession. Et là, à mon humble avis, c'est conserver un marché du travail assez fort pour justement rester sur un taux de chômage assez bas, 4,3% qu'on se le dise, c'est quand même assez bas historiquement. Et donc du coup, ils veulent pas non plus aller trop vite, mais il faut qu'ils ajustent un petit peu leur politique monétaire pour justement relancer le travail, que ça ne pose pas de problème aux entreprises d'embaucher, etc. En tout cas, ils sont assez confiants sur le fait que l'inflation va aller vers les 2%. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils vont baisser tout d'un coup, à moins qu'on ait vraiment cette grosse récession qui oblige en fait la Fed à rentrer sur une politique monétaire où on va baisser les taux d'intérêt à 0% directement. Et en tout cas, ce qu'ils veulent, c'est continuer à faire baisser les taux d'intérêt en gardant l'inflation sous contrôle et en relançant le travail pour ne pas rentrer en récession avec un chômage trop élevé. Alors, on a aussi pas mal de personnes à la Fed qui pensent que justement les risques face au chômage sont en train d'augmenter et que si on baisse justement les taux d'intérêt, qu'on relance la machine un petit peu, la machine à imprimer comme tout le monde parle, un peu trop tard, et bien ça pourra encore plus affaiblir l'économie. Et là où on pourrait rentrer directement en récession. Il y a une petite note de Peruvian Bull que je trouve assez intéressante, c'est que voilà, il n'y a pas de récession, il n'y a pas de crise bancaire, il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux d'intérêt, mais pourtant, eh bien, Jérôme Powell est en train de dire que vont baisser les taux d'intérêt. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que justement, ils veulent vraiment, tu vois, un petit peu anticiper cette politique monétaire pour ne pas avoir trop de hausse de chômage, pour vraiment essayer de contrôler un petit peu tout en même temps? Est-ce qu'ils vont y arriver? Ça, c'est encore plus délicat, sachant qu'on arrive en période électorale, donc forcément, s'ils veulent que leur candidat démocrate se fasse réélire, donc que ce soit Kamala Harris se fasse élire, eh bien, ils vont devoir continuer à injecter de la monnaie dans le système, faire en sorte que tout se passe bien, que le système marche bien avec ce genre de personnes, sachant que, nous, entre nous, que ça va des masses. Ça sera peut-être pas mieux avec Trump, mais en tout cas, Trump, c'est un candidat qui est pro-crypto, et ça, nous, ça nous intéresse. Maintenant, en termes de politique, est-ce que Trump sera meilleur que Kamala Harris? Ça, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, peu importe le président, eh bien, il y aura de l'impression monétaire. En tout cas, pour revenir au sujet principal, eh bien, il n'y a pas vraiment de raison de couper les taux d'intérêt, et pourtant ils le font. Donc, il y a des choses qu'ils savent que nous, on ne sait pas. Ils anticipent justement, pas casser de choses. Tant que ça fonctionne, tant mieux. Ça peut faire monter les marchés financiers, nous, on est contents. Donc, en parlant de récession, on a JP Morgan qui dit que pour eux, d'ici la fin de l'année, il y aura une récession à 35%. Donc, peu de chances qu'il y ait une récession. On va dire une chance sur 3. Donc maintenant, est-ce que ça va se passer ou pas? J'en sais rien. On n'a pas que qui estime tout ça, on a aussi Bloomberg qui pense qu'on a une récession à partir de 30% également, si les 12 prochains mois, donc c'est pas avant la fin de l'année, c'est sur les 12 prochains mois. Et on a Goldman Sachs qui eux pensent qu'on aura une récession à 20%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il y a très peu de signes de récession, en tout cas sur le court terme. Mais sur les 12 prochains mois, peut-être qu'il y aura une récession. Peut-être qu'elle arrivera d'ici un an et demi. Moi, personnellement, si je devais donner mon avis, je pense qu'elle arrivera d'ici un an et demi. Et par contre, ça va faire mal. Il faudra réussir à bien se protéger. On en reparlera d'ici là. Mais en tout cas, quand elle va arriver, elle va faire très mal. Également en termes de recherche sur Google du mot récession, on peut voir qu'on a Game of Threads qui nous dit qu'il y a eu une grosse hausse avec ce problème que le Japon qui a eu le 5 août. Et forcément, moi j'ai envie de te dire, plus les gens vont créer la récession et moins il y aura de récession. C'est comme le marché. Plus on va te dire Bitcoin va à 5000, moins Bitcoin ira à 5000. Quand Bitcoin sera à 5000, on va te dire Bitcoin ira à 150 000, Bitcoin 1 million, Bitcoin 300 000. Pas qu'elle sera la target qui sera en fait le signe de top, mais il y aura ce genre de choses qui se passera. Plus le marché attend quelque chose et moins le marché va l'avoir. Allez, au niveau de l'inflation CPI, donc l'inflation CPI, c'est comme je te dis à chaque fois, le prix à la consommation. Ça calcule, donc c'est un index qui calcule l'augmentation de l'inflation par rapport à ce que les ménages vont payer, par rapport aux biens, par rapport aux services, etc. Donc là, en juillet, on a eu 2,9%, donc c'est moins que ce qu'on attendait à 3%. Et donc c'est plutôt positif pour l'inflation CPI. On a eu l'inflation PPI également, donc là c'est plus l'inflation qui va concerner les matières premières pour les entreprises, les prix de production, etc. Donc là, on a baissé à 2,2%.
2% alors qu'on attendait 2,3%. Là également, c'est également en baisse, donc c'est plutôt positif. C'est-à-dire que l'inflation est toujours sous contrôle, donc il y a RS avec ça. Donc ça pourra inciter peut-être la Fed à venir couper ses taux d'intérêt. À voir ce qu'on aura comme résultat incessamment sous peu, savoir justement les mois de août. Est-ce que ça continue à baisser? Est-ce qu'on a une petite reprise? C'est moyen que ça continue à baisser. Donc ça va inciter la Fed à venir baisser le taux d'intérêt et donc intéressant. Pour la suite, en tout cas, c'est plutôt positif. Par contre, par rapport à l'inflation de ces pays, donc par rapport aux ménages, ce qu'ils dépensent, eh bien en fait, on annonce un 2,9% d'inflation, mais en fait, c'est surtout suivant certaines choses. Donc tu vois, par exemple, l'assurance de la voiture, l'inflation de 18% qu'ils ont eu. Les transports, c'est 8%. Les frais d'hôpitaux, c'est 6%, etc. Le fait de louer son appartement, c'est 5%, c'est 5%. Donc là, tu peux le voir, on n'est pas sur du 2,9%, mais ça s'équilibre sûrement, c'est une moyenne qu'ils font. Et en tout cas, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le dollar, il a perdu 25% de son pouvoir d'achat depuis janvier 2020, ce qui est quand même assez énorme. On est en 2024, en 4 ans, il a perdu 25%. C'est comme si tu avais 10 000 euros en janvier et aujourd'hui, en fait, en équivalent, tu n'en as plus que 7 500. Donc c'est très négatif. C'est pour ça qu'il est important d'investir au moins pour conserver la valeur. Je dis pas qu'il faut investir absolument en crypto tout le temps, mais si tu gardes ton argent sur ton compte en banque, tu es en train de te faire baiser par l'inflation. Et donc du coup, au lieu de faire ça, peut-être conserver ton argent dans d'or, un peu d'actions, un peu de crypto, un peu d'investissement, venir faire un gros investissement immobilier par exemple. Il y a pas mal de choses qui peuvent être possibles, les matières précieuses, tu peux acheter même du pétrole et tout, enfin beaucoup d'investissements qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus conserver la valeur que la monnaie fiat. Donc à toi de t'intéresser si ça t'intéresse, aussi mets un commentaire, on pourra en discuter avec plaisir. Ensuite au niveau des liquidités, comme je te dis, le marché est toujours drivé par les liquidités. On peut voir que petit à petit on est en train de rentrer dans des liquidités qui sont en train de s'expandre, donc du coup de partir à la hausse. On a dépassé les 4% et en général à chaque fois qu'on passe les 4%, et regarde, on a tendance à venir beaucoup plus haut. Donc là on a eu le Covid, je ne pense pas qu'on va avoir une expansion aussi forte qu'on a eu avec le Covid, à moins qu'il y ait vraiment un catalyseur qui le demande et qui soit vraiment problématique. Mais si ça se passe pas, je pense pas qu'il y en aura. Maintenant, on peut très bien avoir une petite hausse, hop là, jusqu'à 10, revenir, calmer, une grosse hausse au milieu par exemple, et avant de se calmer, de repartir, etc. Ce cycle fonctionne bien depuis 12 environ, même peut-être 10 et encore, mais c'est pas forcément science infuse, il faut prendre ça aussi avec des pincettes. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe à chaque fois que les pays sont retrouvés à imprimer de l'argent en même temps? Eh bien, nous sommes rentrés dans un bull run. Donc la liquidité drive les prix à la hausse. Et on sait que depuis 2008, le jeu il est un petit peu niqué, mais dès qu'il y a un problème, bam, on imprime de l'argent. Donc à ce moment, on commence à avoir des problèmes, donc on imprime de l'argent. Simplement. On peut voir qu'on a les banques centrales qui ont commencé à baisser les taux d'intérêt. Canada, Europe, Angleterre. Et là, on a les États-Unis qui sont en train de commencer. Donc, ça veut dire que tout le monde en même temps baisse les taux d'intérêt. Donc, en baissant les taux d'intérêt, ils rendent l'argent moins cher. En rendant l'argent moins cher, ça crée de l'inflation, ça crée de l'impression monétaire, donc de l'augmentation de la masse monétaire, donc de la liquidité monétaire. Ce qui va ensuite se répercuter par les actifs à risque. Surtout lorsqu'on baisse les taux d'intérêt, puisqu'il n'y a plus d'intérêt à venir investir dans les bons du trésor, dans les obligations d'État, parce que ça ne rapporte plus assez. Et on peut le voir également sur le graphique, Finance Lancelot qui nous dit directement voilà, qu'on est en train de venir faire une cassure. On va le regarder sur le graphique si vous voulez. En tout cas, plutôt intéressant. Ça veut dire qu'on est vraiment au tout début de ce nouvel élan monétaire de liquidité qui a rentré sur le marché. Et donc, c'est plutôt positif. Est-ce qu'on est au tout début du bull run? Est-ce qu'on est à la fin du bull run? En tout cas, ce genre d'indicateur nous montre qu'on est vraiment encore qu'au tout début. Également, on serait peut-être aussi dans le début d'une récession. Ça, il faut le prendre en compte. Parce qu'une récession, on sait qu'on est dans une récession une fois qu'elle est arrivée. On ne sait pas quand c'est qu'on rentre dans une récession. Quoi qu'il en soit, ce que nous montre The Kobe Later, chaque fois qu'on a eu le chômage qui a augmenté de 0,5 à 1% assez rapidement sur les 4 derniers mois, et bien ça a démarré une récession. Au début, voilà, ça augmente pas très rapidement. On voit que voilà, le chômage augmente assez lentement. Dès qu'on va commencer à prendre 3, 4, 5, 6%, là peut-être ça sera trop tard et là on rentrera en récession. Et on dira voilà, on est en récession depuis. Quoi qu'il en soit, c'est possible qu'on rentre en récession. Maintenant, est-ce que ça va éclater maintenant du jour au lendemain? Mais quoi qu'il en soit, il faudra venir se protéger à un moment donné. Parce que quand la récession va arriver, ça va faire du mal. Et on n'a pas envie de trop ramasser non plus. Alors on peut le voir également sur le taux de temps plein aux États-Unis, on est en forte baisse. C'est aussi peut-être pour ça que la Fed veut baisser le taux d'intérêt aujourd'hui. Parce qu'ils voient que justement le marché du travail est en train de faiblir fortement. Et on a le taux de chômage qui a augmenté assez significativement de 3,9 à 4,3 assez rapidement, même de 3,8, je sais plus. Donc ce qu'ils vont faire, c'est essayer de maintenir tout ça et baisser les taux d'intérêt. C'est une manière de faire. Mais non, on n'est pas au niveau du Covid. Là, le Covid, c'est pas trop parce qu'on a tout fermé d'un coup. Et on se rapproche vraiment sur des choses assez significatives. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de sonner d'alarme.
Mais on s'en rapproche, donc soyez attentifs. Toujours est-il que ça prend du temps, ce genre de choses. Ça peut très bien arriver plus en 2025 qu'en 2024. Également, on a les fonds de money market qui sont à 6 trillions de dollars en cash. Donc là, pareil. Là, pareil, qu'est-ce qu'ils font avec ce cash? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont directement les investir dans l'asset à risque? C'est possible. Quoi qu'il en soit, tant que les taux ne vont pas baisser, eh bien, ça pourrait directement venir rester en cash et rapporter du cash. Mais une fois que les taux d'intérêt baissent, eh c'est là où en fait il y a beaucoup plus d'incentives, beaucoup plus de récompenses à venir s'investir sur l'asset à risque que de venir rester sur du dollar. Donc en tout cas, lorsque ça arrivera, il y aura peut-être finalement beaucoup d'argent qui pourra rentrer dans les marchés et qui rentreront dans les marchés, que ce soit le S&P 500, les actions ou alors que ce soit la crypto. Donc quoi qu'il en soit, on en profitera avec nous avec la crypto. Ensuite, pour faire un point sur l'histoire des monnaies, regarde-moi ce petit chart, c'est que en fait chaque pays qui a dominé un petit peu le monde en termes économiques lors des 10 derniers siècles par exemple, à partir à 1450, c'était le Portugal. Et leur monnaie n'a pas duré très longtemps, elle a duré maximum 100 ans. Puis après ça a été l'Espagne, ça a duré aussi 100 ans, puis après c'était le Pays-Bas. Là aussi ça a duré 100 ans, puis après c'était la France. Ça a duré 100 ans, là c'était la Grande-Bretagne. Ça a duré 100 ans également, et là, c'est aux États-Unis. Et là ça fait 100 ans. Ça fait 100 ans que les États-Unis sont en train de gouverner, d'avoir la plus grosse économie mondiale. Et combien de temps ça va durer? Est-ce que ça va durer ad vitam aeternam? Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui il y a un système financier qui est beaucoup plus opaque, beaucoup plus construit que avoir dans le passé. Donc le jour où les États-Unis vont s'effondrer, ça va créer énormément de chaos. Parce que avant que les États-Unis s'effondrent, toutes les autres monnaies se seront effondrées parce qu'ils ont construit ce système de cette manière-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que j'en parle plus précisément, tu me diras directement en commentaire et je pourrais faire une vidéo sur le sujet. Mais quelle sera la monnaie une fois que les États-Unis seront effondrés? Ce sera Bitcoin? Est-ce que c'est pas trop tôt pour Bitcoin? Moi, je pense que j'ai un doute. En tout cas, si les États-Unis s'effondrent dans les 10-20 prochaines années, peut-être ce sera un peu trop tôt pour Bitcoin. En tout cas, à voir comment ça sera évoluer. En tout cas, si ça s'effondrait aujourd'hui, ça serait trop tôt. Mais si dans les 10-20 prochaines années, Bitcoin continue à se développer comme ça, continue à se faire adopter de manière massive, alors peut-être que ce sera Bitcoin. Non, ben il y a des concurrents, il y a les BRICS par exemple, pourrait être un candidat assez probable. Allez, au niveau maintenant du graphique, on va faire un petit tour directement sur le graphique. Donc là, on est sur BTC en weekly. Et on va passer directement en daily, on y verra un petit peu mieux. Et je t'avais fait des petits dessins, J'en avais fait deux scénarios, j'avais dit voilà, potentiellement, voilà, on est remonté ici, on était le 11 août, je t'ai dit, soit on part directement ici, on vient taper là. Alors, est-ce qu'on casse ici? Si on casse ici, tant mieux, si on casse pas, et on reviendra chercher des plus bas, venir chercher aussi bas que les 50 000. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fait ça. On a fait mon deuxième scénario, qui est beaucoup plus corrélé du coup à ce qui se passe actuellement. Je vais le supprimer du coup celui-là. C'est que je disais, voilà, là on a bien remonté, un petit retracement tranquillement vers les 55. Serait sympathique, on est revenu retracer vers les 56. Et ensuite on remonte tranquillement, venir casser les derniers plus hauts. Donc on est venu casser le plus haut à 62 000, on est venu faire un nouveau plus haut à 65 000. Donc moi, comme je te disais, ce que je veux voir, c'est des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. C'est ce qui caractérise une relance haussière. Là, tu vois, on a un plus bas. Là, on a un plus bas de plus en plus haut. Et là, on a un plus bas de plus en plus haut. Encore une fois, pour l'instant, tant qu'on maintient ici, on est toujours dans cette dynamique de venir faire des plus bas de plus en plus haut. Pareil pour les plus hauts. Là, on a un plus haut ici. On a un plus haut ici. Ce qu'il faudra faire, c'est venir faire un plus haut au-dessus de 65 000 si on veut continuer cette tendance haussière. Car actuellement, qu'on se le dise ou pas, on est aussi dans une tendance baissière depuis mars. Alors là, comme tu peux le voir, on a fait un plus haut ici. Là, on a fait un plus haut de plus en plus bas, un plus haut de plus en plus bas également ici, également ici, également ici. Tu vois, à chaque fois, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Pareil pour les plus bas, on a fait des plus bas de plus en plus bas à chaque fois. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est inverser cette tendance-là. C'est donc venir faire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, pour l'instant, moi, je serais d'avis de rester un petit peu sur ce petit scénario. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, bon, si on ramène ici ça, là. Est-ce qu'on pourrait revenir faire un plus haut ici? Revenir faire un plus bas par ici, par exemple, avant de venir casser, de retester et de venir casser ces derniers plus hauts. Après, bien entendu, de continuer à s'appuyer directement ici et de continuer tout ça sagement avant de peut-être, hop, partir d'un coup. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, là pour l'instant, on est parti pour faire ça. Avec la baisse des taux d'intérêt, c'est plutôt intéressant. Et en tout cas, une fois que Bitcoin aura pris le dessus, qui sera revenu à casser cette tendance baissière, ce canal descendant, il y a d'ailleurs tendance à un canal descendant à casser vers le haut, eh bien on pourrait directement repartir dans un cycle avec une hausse sur toutes les autres crypto-monnaies. Et d'ailleurs, Ethereum attend ça également. Pour l'instant, Ethereum, on est sur le bas
du range. Pareil, on a un drapeau descendant. Par rapport à BTC, on peut le voir clairement ici, c'est un drapeau descendant. Par rapport à Ethereum, ça se voit également. Maintenant, dès que BTC va repartir, est-ce que Ethereum ne repartirait pas également par la suite? Et surtout, il va falloir revenir chercher ces 2800 $. Revenir les chercher, hop, s'appuyer dessus et continuer à repartir. Et là, revenir à faire des plus hauts de plus en plus haut. Un petit peu avant de venir, etc., etc. Maintenant, combien de temps ça peut prendre? J'en sais rien. J'ai pas de boule de cristal. Quoi qu'il en soit, comme je te dis par rapport à toute cette vidéo, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Et donc, du coup, je pense que ça pourrait arriver entre septembre et novembre, par exemple. Donc, on est plus proche peut-être de la fin de ce range, cette attente interminable. On a le sentiment qui est dégueulasse, que de rester dans un sentiment dégueulasse et de partir en bear market. À moins, bien sûr, qu'il y ait la récession, le côté macroéconomique qui nous rattrape. Mais ça, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Au niveau de Solana, pareil, voilà, on est toujours pareil, on est dans un range, on n'a pas bougé hein, depuis la dernière fois, on était le 11 août, on était par ici. On est toujours dans ce range, on est toujours bloqué ici. On attend en fait quoi? On attend que BTC reparte. Donc Solana, on peut voir qu'on est au-dessus des 0,38. Solana par exemple peut être un bon prix d'entrée de commencer à investir maintenant. Le mieux bien sûr, ça aurait été d'acheter plus bas, mais Solana c'est un actif qui est quand même très très fort et qui ne laisse pas beaucoup de fenêtres d'achat. Au niveau du dollar, tiens, faisons un point sur le dollar. On va mettre plus en weekly ici car c'est plutôt des mouvements qui prennent du temps. On peut voir qu'on était dans une tendance haussière qui avait été remontée du coup depuis la hausse des taux d'intérêt. Vraiment on fait le parallèle avec la fin du bull run. Et depuis voilà, on était vraiment dans ce range, etc. Et donc là on a cassé cette à la baisse. Chaque fois qu'on l'a cassé par ici, on a rebondi au dollar. Pour l'instant, est-ce qu'on va rebondir ou pas? Pour l'instant, on est toujours dessous. Quoi qu'il en soit, si le dollar part à la baisse, ça veut dire qu'on est en train d'imprimer beaucoup d'argent. Donc le dollar qui perd de sa valeur. Et donc du coup, BTC qui augmente. Sur la Bitcoin dominance, on a aussi un gros biseau ascendant. En général, un biseau ascendant, hop, ça se casse vers le bas. Donc pour l'instant, BTC est très très fort, il accumule beaucoup. C'est dans BTC que vont les liquidités. Mais dès que ça va casser, partir vers le bas. Et c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on attend. En général, ça se produit environ 200, 300 jours après le halving. On n'est pas pressé, on pourrait sortir justement le graphique, j'ai pas là sous les yeux. Mais en tout cas, il faut prendre en compte que ça ne se fait pas immédiatement. Et lorsque le BTC va faire sa prochaine hausse et que les liquidités vont se diriger vers les alts, c'est là où la Bitcoin dominance viendra à casser vers le bas. Et ensuite, on pourrait revenir vers les 40%. Ça voudra dire clairement qu'on est en pleine all saison. On en parlera à ce moment-là. Au niveau de Tao, on peut voir qu'on est sur une zone plutôt intéressante de la Golden Pocket dont je te parle assez souvent. On a cassé cette trendline baissière. On est en train de venir la retester. Je vais mettre en daily, on y verra un petit peu. Hop, on vient la retester. Donc, tant qu'on ne vient pas réintégrer, j'ai envie de te dire, c'est un bon moment pour acheter. On a des signaux qui nous disent qu'on pourrait avoir une reprise. Tao, je l'ai trouvé qui était beaucoup en avance lors de ce cycle. Et là, j'ai l'impression qu'il est aussi en avance sur le marché. Donc, à voir ce qu'il en sera. Mais moi, je suis plutôt confiant sur le fait qu'on va avoir une relance par rapport à Tao. Au niveau de RNDR, eh bien là, nous sommes toujours dans la Golden Pocket. On est encore en dessous de cette trendline baissière. Donc, j'aimerais bien attendre avant de venir casser ici, tac, tac, avant de venir peut-être investir plus précisément. Mais en tout cas, on rentre dans une localisation qui est plutôt intéressante pour des investissements, en tout cas sur du moyen terme. Au niveau de Aave, alors Aave, on en a entendu beaucoup parler ces derniers temps, je vais dézoomer un petit peu, et on peut voir qu'on est dans une grosse accumulation depuis un moment, hein, ça fait vraiment depuis bear market. On a beaucoup accumulé, on a essayé de venir casser ici, de partir un petit peu à la hausse, mais ça s'est avalé, et hop, on est revenu accumuler. Et là, on a eu un semblant de hausse également, qui se fait corriger un petit peu. Donc, pour l'instant, on est sur des niveaux plutôt intéressants, au-dessus des 0,38, donc c'est assez intéressant. Ça aurait été mieux d'investir par ici. Maintenant, voilà, si c'est un projet qui t'intéresse, il y a pas mal de fonds DAC qui est plutôt intéressant. Et en termes de target, on peut venir vraiment, dans un premier temps, au moins taper les 180 $. Mais surtout, taper les 300 $, 430 $. Donc, il y a de quoi faire. En tout cas, si on rentre en bull run, Aave sera sûrement l'un des gros gagnants du narratif de la DeFi. Au niveau de SPEC, donc là c'est vraiment un petit market cap, je crois qu'on est autour des 60 millions si je dis pas de conneries. Eh bien on est proche de cette Golden Pocket, projet qui a été assez solide lors de ce dernier retracement. Il a vite tout repris. Au niveau de l'émission, on a déjà parlé, il n'y aura pas de nouveaux tokens avant mai 2025 je pense, donc on a pas mal de temps avec une émission qui est plutôt faible. Et donc du coup c'est un projet qui pourrait être très intéressant, c'est de l'IA,
des agents autonomes, très bon narratif. Et donc du coup, je t'invite à venir regarder directement. Bien entendu, ce n'est pas des conseils en investissement. Je t'invite à regarder par toi-même et te faire ton propre avis. Au niveau des sagesses du jour, on va faire un petit peu d'opium. Allez, un petit peu d'opium. Regarde, 2015, 2020, 2024. Est-ce qu'on ne serait pas justement à la fin, donc du coup, de vraiment voir cette grosse hausse exponentielle? Bon, on a ici Vivek qui nous dit qu'il y aurait peut-être 160 000 en termes de target sur BTC. Peut-être, j'en sais rien. Moi, j'avoue que c'est plus des targets qui me correspondent. Je pense qu'on peut monter entre 160, 170, 180. Peut-être pas plus haut, mais en tout cas, on est sur des patterns qui se ressemblent énormément. Voilà. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, on repart. Ouais, positif. Et on pourrait être proche de ce début de bull market. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? En tout cas, c'est de l'opium et on le prend. Ça fait... Donc du coup, la patience paye. Patience paye, tout simplement. C'est l'une des sagesses que je veux te faire part aujourd'hui. Il faut savoir être patient parce que c'est ça qui va te faire, te récompenser de justement tout ce travail que tu mets en place, de tout ça, de toute cette patience que tu mets en place. Tu fais les bons investissements, tu as vraiment conviction par rapport à ce que tu fais, eh bien tu seras récompensé. Donc simplement, attends, sois bien positionné et ça va faire le taf. Également, c'est un jeu où il faut être là tout le temps. Il faut tout le temps être là pour savoir reconnaître les bonnes opportunités. Donc si tu es là juste, je sais pas, un mois lorsqu'il y a plein d'euphorie, tout le monde en parle et qu'après tu disparais et que tu reviens quand même à l'euphorie, et forcément tu te retrouves à acheter les tops et à revendre les bottoms. Si t'es là tout le temps, que tu fais attention, que tu t'éduques, que tu fais tes recherches, etc., que tu es toujours un petit peu là, que ce soit 1 heure, 2 heures par jour au final, et bien tu es toujours à jour et du coup tu peux faire les meilleures décisions et avoir les meilleures opportunités d'investissement. Donc simplement, sois patient et sois régulier. Sois patient et sois régulier, ne serait-ce qu'1 heure par jour. Donc voilà, la revue de presse est terminée. Je te remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si elle t'a plu, si t'en penses, comment on pourrait l'améliorer, etc. Moi j'écoute, vous me dites en termes de critique, tant que c'est constructif, et après j'adapterai dans ce que j'ai envie de faire, bien entendu. Abonne-toi, mets la cloche, un petit like aussi pour le soutien, et je te dis à la prochaine revue de presse. C'était Zorisk Unlucky, à bientôt.